Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La santé autrement, émission qui met en valeur les principes de la santé intégrative. Notre question du jour, combien de médicaments par jour nos aînés prennent-ils en CHSLD? « 10 et plus. Il en donne trop. Il brûle à l'ordonnance des médicaments même. Il brûle en même temps, mais ça les empêche de vivre pleinement. Je dirais 14. Bien, mon père, c'est tout récent qu'il prend de la médication parce qu'il a fait une inflammation de poumon. J'ai travaillé une été dans un centre de personnes âgées pour remplacer. Et c'est facile à atteindre, 14, là. 5-6 le matin. Ben non, une le matin, 5-6 le midi, un petit peu le soir, puis un petit peu avant de se coucher. C'est facile à atteindre. Je pense que c'est 14 pour moi. En tout cas, quand je regardais mon frère qui est décédé, là, puis ma belle-sœur, c'est 14. Dépendamment de la maladie qu'ils ont, là, je mettrais ça à 8. Je serais portée à dire au moins 10. Je gagerais pour un 10. T'es même pas proche. Moi, je suis pas en CHSLD, mais j'en prends 26 par jour. Soit 8, mais ça peut être autant le matin que le soir. Fait que c'est ça, si on compte 2 doses, je vous dirais plus justement là, 14. La bonne réponse est une mauvaise réponse, en fait. C'est 14 médicaments par jour. Et là, ici, donc, sans trop m'attarder sur la question, c'est intéressant de savoir, oui, dans le fond, les gens vieillissants vont prendre de plus en plus de médicaments. Quelques statistiques, là. Les gens de 65 ans et plus, ici au Canada, prennent habituellement en moyenne 5 médicaments par jour. On parle de 40 des gens de 85 ans et plus qui vont prendre 10 médicaments au plus, en fait, par jour. Puis on estime même que 30 à 40 des gens de 65 ans et plus prennent au moins un médicament qui sert complètement à rien. Donc, malheureusement, c'est réellement quelque chose de très répandu. La question d'aujourd'hui nous vient d'une étude qui a été publiée en 2018, qui avait été soulignée par Radio-Canada, dont on vous montre à l'écran justement le reportage. Donc, qui ramenait l'analyse, en fait, qui rappelait les résultats de l'analyse qui nous a été fournie par l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, qui jugeait justement qu'il y avait un beaucoup trop grand usage des médicaments en CHSLD et qui aurait besoin même d'aide pour réussir à réduire la quantité, à améliorer donc la gestion de ces médicaments. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui avec nos experts. Et donc, sans plus attendre, nous accueillons avec nous Dr Anne-Isabelle Dionne. Bonjour Anne-Isabelle. Donc aujourd'hui, on parle de l'usage abusif des médicaments. Et d'entrée de jeu, je voudrais quand même rappeler que nos médecins font très bien exactement ce qu'on leur a demandé de faire. Tout à fait. C'est ce qu'on apprend à l'école de médecine. On est des excellents cliniciens, on fait des diagnostics, on est les experts des traitements, la plupart du temps pharmacologiques, parce qu'on a très peu de connaissances en regard du management des habitudes de vie dans la nutrition, l'activité physique, la gestion du stress, le sommeil, etc. Alors, dans la réalité actuelle de la prévalence des maladies chroniques qui est excessive dans la société, ça constitue quand même une très grande portion des patients qu'on voit en médecine familiale. La gestion des maladies chroniques, dans le plan médical, repose sur l'application de lignes directrices qui sont en fait basées sur des données probantes. Donc, beaucoup de science qui a étudié la pertinence de certains médicaments dans le traitement d'une maladie particulière. Donc, ce que tu veux dire, là, c'est qu'est-ce qu'un médecin va faire en tant que tel face à la maladie, face au diagnostic, face à une donnée, en fait, sur un relevé sanguin, en gros. Exactement. Donc, les lignes directrices, ce qu'ils nous demandent de faire, c'est de s'assurer qu'une fois que le diagnostic de maladie chronique est confirmé, hypertension, cholestérol, diabète, obésité, etc., on doit atteindre des cibles thérapeutiques. Je prends un meilleur exemple comme l'hypertension. On veut viser une cible de tension artérielle en deçà d'une certaine valeur selon les différents facteurs de risque. Pour ce faire, on nous recommande d'initier de la médication. Quand les habitudes de vie n'ont pas fonctionné, la plupart du temps, elles fonctionnent très
pas tellement bien parce qu'on Difficile n'axe à pas beaucoup appliquer. là-dessus, naturellement. Et une fois qu'ils sont bons, donc qu'on voit que l'hypertension est mal contrôlée, la prochaine action à faire, c'est d'initier un médicament. Bon, pour certaines personnes, ça va s'arrêter là, heureusement, mais pour d'autres, ça ne sera pas suffisant. Puis il va falloir, si on n'atteint pas les cibles, au bout d'un certain temps, rajouter un autre médicament ou augmenter les doses de sorte qu'il y a une certaine escalade thérapeutique qui s'installe. Puis un patient qui souffre d'hypertension, la plupart du temps, il y a aussi d'autres problèmes de santé qui viennent avec, un peu de cholestérol, un peu de prédiabète qui devient un diabète quelques années plus tard, bien entendu, un problème de santé mentale, un peu d'anxiété, des troubles du sommeil. Donc, imaginez-vous le cocktail médicamenteux qu'on finit par prescrire aussitôt que le patient émet un symptôme supplémentaire là, à sa qualité de vie qui est un peu atteinte. Alors, comme médecin, on veut bien faire, on veut aider nos patients, on veut être à l'écoute. Alors, bien entendu, si un individu entre dans notre bureau en étant souffrant d'un manque de sommeil ou de problèmes anxieux, bien, notre solution rapide et facile, puisque nos connaissances relèvent principalement de la pharmacologie, c'est d'initier un traitement pharmacologique. Bien entendu, on tente de proposer à l'individu de s'entourer de d'autres professionnels pour travailler des habitudes de vie qui pourraient l'aider. Mais bon, la culture populationnelle repose souvent sur la pilule magique, hein, la chose qui va être le plus efficace le plus rapidement possible, puis ça relève souvent de la médication. Oui, c'est un constat, c'est que malheureusement, vous êtes en train de regarder quelqu'un qui est sur une pente descendante, puis au fur et à mesure qu'il descend, vous aimeriez ça, le voir partir en montant puis s'améliorer. Mais au fur et à mesure qu'il descend, vous continuez à donner des médicaments parce qu'il apparaît d'autres symptômes. Il apparaît d'autres symptômes, puis les maladies chroniques, bien, comme sont chroniques, ne sont pas renversées, se détériorent avec le temps. C'est très dommage de constater ça parce qu'on sait que près de 90 % des maladies chroniques peuvent se renverser, se prévenir à la base. Donc, toute l'énergie qu'on met et le temps qu'on met dans la prescription et l'ajustement médicamenteux pour atteindre des cibles thérapeutiques et non pas pour renverser la maladie, il faut bien le dire, bien, on le perd en coachant notre patient par rapport à qu'est-ce qu'il est capable de faire, quel plus petit changement possible on pourrait faire avec lui pour changer une petite habitude puis gravir tranquillement, remonter la pente, atteindre ses objectifs. Alors, c'est un petit peu le paradoxe qu'on vit en médecine actuellement. Malgré notre bonne volonté, on aime nos patients, on veut bien faire, on veut leur proposer tout ce qui est le plus efficace, mais nos connaissances et notre rôle dans le système de la santé nous portent à faire ces gestes prescriptifs-là qui, au bout d'un certain temps, la population vieillit, devient un peu exagéré. Puis c'est très dommage aussi parce qu'on sait, puis il y a énormément de documentation sur le sujet, que la polymédication influence énormément l'état nutritionnel. Alors, on fait comme un cercle vicieux négatif, là. Alors, plusieurs médicaments empêchent l'absorption de plusieurs micronutriments, vitamines et minéraux, magnésium, vitamine B12, ou favorisent l'excrétion de plusieurs minéraux ou vitamines ou toutes sortes de choses par l'urine, par exemple. Alors, imaginez quelqu'un qui prend un cocktail de médicaments, qui essaie de bien manger, mais qui n'absorbe pas la moitié des nutriments qu'on voudrait qu'il absorbe pour rester en santé. Bon, on est en train, avec un traitement qui vise corriger une pathologie ou du moins mieux la traiter, détériorer sa santé nutritionnelle, ce qui va être des facteurs de risque pour développer d'autres problématiques là, au fil du temps. Quand même, un gros sujet. Oui, mais c'est un gros sujet. Merci beaucoup, en fait, de nous avoir éclairé, en fait, sur cette facette-là, sur la pratique médicale actuelle versus, en fait, l'usage abusif des médicaments. C'est triste. Espérons qu'au cours des prochaines années, ça va s'améliorer. Allons maintenant, justement, parler de médicaments avec notre pharmacien de l'émission, M. André Perrault. Bonjour André. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de l'usage abusif des médicaments. Tu es bien placé pour nous parler de médicaments après plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la pharmacie au Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, entre 2008 et 2021, j'étais le pharmacien qui s'occupait de tous les patients qui sont en pilulier. Donc, les gens qui ont des profils chargés et qui ont un profil tellement chargé que c'est tellement confus qu'il faut absolument mettre les médicaments dans quelque chose qui s'appelle un pilulier. Alors, regardez de quoi ça a l'air. J'ai pris une patiente moyenne, c'est-à-dire que c'est une personne dans un centre qui prend 19 médicaments au total, mais qui prend en fait 28 comprimés par jour. Elle en prend 13 le matin, 4 le midi, 3 au souper et 8 au coucher. Alors, c'est à ça que ça ressemble. Alors, imaginez-vous comment on se sent quand on a pris tout ça. Puis moi, j'ai voulu regarder, c'est quoi ces médicaments-là? Tu as environ 44 % que c'est des médicaments
pour des maladies qu'on ne peut pas vraiment les arrêter. Les maladies cardiovasculaires en général, on parle de médicaments pour la pression, des diurétiques, des bêta-bloquants, des IACA, etc. On ne peut pas vraiment travailler là-dessus. Alors, je me suis dit, c'est quoi l'étape suivante? J'ai été un petit peu surpris de voir que la deuxième, c'est les médicaments du système nerveux central. C'est sûr qu'il y en a certains là-dedans qui ne peuvent pas être arrêtés. Il y a un petit pourcentage de patients qui sont épileptiques. On ne touche pas à ça. Il y a quelques patients qui souffrent de la maladie de Parkinson. On ne touche pas à ça. Il y a quelques patients qui prennent des médicaments pour l'Alzheimer, mais on parle de ça, c'est moins de 10 Ça veut dire que 90 des médicaments pour le système nerveux central, on parle d'anxiolytiques, antidépresseurs, on parle d'antipsychotiques, de tranquillisants. Des fois, c'est à se demander s'il n'y a pas une espèce de contention chimique qui est institutionnalisée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que les gens se réveillent la nuit, on veut qu'ils soient calmes, on veut qu'ils soient tranquilles. Mais je pense que c'est une catégorie où on peut effectivement agir. D'ailleurs, si vous regardez l'écran, vous voyez qu'il y a en moyenne 2 personnes sur 9 en CHSLD, en centre d'accueil, qui reçoivent un tranquillisant sans qu'il y ait un diagnostic de psychose, ils reçoivent un antipsychotique. C'est peut-être la première catégorie où on pourra agir. Je te dirais que la troisième catégorie, il y a les médicaments du tube digestif ou les médicaments du métabolisme. Moi, ce que je vois où il semble avoir un peu d'abus là-dedans, c'est beaucoup de laxatifs. Je me pose la question, pourquoi mes personnes âgées prennent toutes du Docusat ou du Cénoside ou beaucoup? Et est-ce qu'ils s'alimentent bien? Est-ce qu'ils ont des fibres? Est-ce qu'ils sont hydratés? Donc, les 2 catégories où je vois qu'on pourrait agir, c'est médicaments du système nerveux central et les médicaments diurétiques du système digestif, disons, en gros. Mais il y a clairement beaucoup de choses qu'on pourrait faire, là. Mais c'est épouvantable ce qu'on est en train de discuter. Bien, écoute, moi, ce que j'ai réalisé, là, puis c'est quelque chose qui s'en vient graduellement, on parle de déprescription, puis on parle de révision médicamenteuse. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné qu'on analyse les éléments qui ressemblent à peu près à ceci. Une personne qui prend un médicament depuis longtemps puis qui est âgée, est-ce que le médicament est toujours approprié? La personne prend ça depuis 10, 15, 20 ans. Est-ce que son poids a changé? Est-ce que sa capacité hépatique, sa capacité rénale a changé? Est-ce qu'il n'y a pas sorti un nouveau médicament entre-temps qui est plus approprié qu'il ne l'était? Est-ce que la condition pour laquelle on l'avait donné, est-ce qu'elle est encore là? Je me souviens d'une madame d'un centre d'accueil qui prenait du Lyrica, puis ça faisait 7 ans qu'elle le prenait. Puis je posais la question, puis elle me dit, bien, il y a 7 ans, j'ai eu une douleur dans une épaule, puis tout ça, puis oui, mais est-ce que c'est encore nécessaire? Puis finalement, on l'a sevré, puis on a enlevé le médicament. N'oubliez pas une chose là-dedans, en plus, cette personne-là, ici, elle a des pompes, elle a des gouttes pour les yeux, elle a des crèmes, et ainsi de suite. Alors, la révision de la médicament, essentiellement, c'est de vérifier, est-ce que le médicament est toujours indiqué? Est-ce qu'on a créé des cascades médicamenteuses? Je prends un diurétique. À cause de ça, je suis obligé de prendre du potassium. Parce que le potassium mérite l'estomac, je suis obligé de prendre un médicament pour l'estomac qui peut-être va me causer une déficience en B12, que je vais prendre la B12. Là, je vais prendre 4 médicaments parce que j'en ai pris un au départ. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi les cascades médicamenteuses. Donc, il y a du travail à faire là-dessus. Il faut faire le ménage là-dedans. Et il y a, entre autres, le département de médecine de l'Université de Montréal, la faculté de médecine, qui a sorti un beau document qui s'appelle « Guide pour la supervision de la révision de la médication ». Donc, l'outil est là. Il faut juste l'appliquer en pratique. Merci beaucoup, André. C'est fantastique. Puis écoute, oui, on en a parlé ensemble du guide. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment fantastique que ça ait été fait par l'Université de Montréal. J'espère juste que la situation va avancer parce que là, on parle quand même des résultats qu'on a connus en 2018. Ça fait déjà 4 ans, en fait, cette année. Donc, en fait, oui, merci beaucoup, en fait, pour ton apport. C'est toujours très apprécié. Maintenant, allons voir qu'est-ce que notre naturopathe Dino Alicas pense de la situation. Bonjour Dino. Bonjour Éric. Donc cette semaine, on parle de l'usage abusif des médicaments suite à une étude qui avait été publiée il y a 4 ans déjà, en fait, sur la prise de médicaments par les gens en CHSLD, où la moyenne a donné, là, rappelons-le, sur plus de 4000 personnes, 34 CHSLD, 14 médicaments par jour. Je ne suis pas dans la position du médecin ou du pharmacien pour discuter du sujet, évidemment, parce que, bon, je ne prescris pas de médicaments, tout ça, mais on rencontre des gens, effectivement, qui sont dans cette situation-là. Je connaissais malheureusement la réponse à la question. J'ai eu la chance de donner un cours en gérontologie à des futurs naturopathes dans le passé. Et effectivement, c'est pour moi très triste d'entendre ce genre de résultats-là, parce que on sait que, puis je pense que les autres l'ont bien mentionné,
que c'est peut-être pas nécessaire dans tous les cas de tous les avoir. Moi, je pense qu'il y a de la place pour la médication, ça, c'est sans contredit. Cette évolution scientifique de certaines molécules ont probablement sauvé des vies. Je pense qu'on est rendu tout simplement avec le balancier d'un côté vraiment un peu trop loin et on aurait besoin de ramener le pendule peut-être au milieu. Bien, c'est sûr que dans la démarche, on en a parlé avec Anne-Isabelle, les gens qui sont sur la pente descendante pourraient être accompagnés par un naturopathe, en fait, qui, lui, prendrait le temps de regarder avec eux comment mettre en application les recommandations, puis les éviter de continuer à descendre, parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont descendre, le médecin va continuer à prescrire, malheureusement, suivre les lignes directrices. C'est leur, comme elle le disait, c'est leur façon de fonctionner, c'est les lignes directrices, ils n'ont pas vraiment le choix. Moi, ce qui me parle dans ça, puis ce serait intéressant qu'on y songe, puis qu'il y ait une volonté politique pour le faire, c'est que là, on parle de CHSLD. On est dans un endroit où on a une clientèle extrêmement vulnérable, on s'entend, des gens souvent qui n'ont pas nécessairement toutes leurs capacités, et ce serait, c'est une suggestion, je ne connais pas le milieu tant que ça, mais ce serait un laboratoire extraordinaire. On a des gens là qu'on doit nourrir, donc on peut choisir quoi leur apporter dans leur assiette, qu'on pourrait trouver une façon de faire bouger, qu'on pourrait certainement améliorer les conditions de sommeil. Mais ça demande de l'argent, ça demande de la volonté politique, et on a rarement de gens dans ces milieux-là qui ont une expertise au niveau des habitudes de vie. Oui, il y a des nutritionnistes, fort probablement, mais elles aussi sont prises dans un protocole et dans un budget qui est quand même restreint. Mais c'est très, très intéressant ce que tu nous apportes. Puis on sait que la médication coûte très, très cher de toute façon. Hein. Du monde sur la pente descendante, ça coûte très cher au système de santé. Clairement. Tu as raison, on aurait une occasion. En fait, dans un monde idéal, ce que l'étude a souligné en 2018, qui a passé à Radio-Canada, ça a été quand même vu beaucoup. Là, ça a été soulevé par les médias, cette problématique-là. Comme société, on aurait pu se dire quelle chose épouvantable on est en train de faire en CHSLD. Est-ce qu'on ne pourrait pas se donner des objectifs comme population, d'y travailler, de faire autre chose? Puis là, tu nous amènes une solution que je trouve est fort intéressante. Bien, en fait, c'est une solution qui me paraît toute simple, mais qui est difficile à mettre en application. On en parle souvent, tu sais, je veux dire, les habitudes de vie, c'est pas compliqué à nommer, mais c'est compliqué à mettre en pratique. Jusqu'à un certain point, j'ai l'impression que ça coûterait moins cher. Oui, t'as raison. Je le crois aussi, je le crois. Mais ça demande beaucoup de volonté, ça demande peut-être des gens pour s'en occuper puis mettre ça en place, mais clairement, il y a un problème parce que, je veux dire, on a eu le scandale des CHSLD face à la COVID, par exemple. C'est clairement parce que ces gens-là sont dans un état de santé déplorable, mais c'est pas toujours à cause de la maladie. Moi, c'est le problème que j'ai par rapport à ça. On sait bien que leur foie, leur rein, André en a parlé, avec cette quantité de médicaments-là, il y a certainement lieu d'améliorer la situation, puis c'est sûr qu'on aurait probablement des gens qui seraient plus heureux de mieux dormir, de mieux manger et peut-être de bouger un peu plus. Tu viens de dire quelque chose d'extrêmement important, puis personne n'en a parlé, ils seraient plus heureux. C'est qu'à quelque part, comme société, on devrait avoir un certain respect envers nos aînés et nos seniors qui ont été là avant nous, qui ont construit ce dont on a aujourd'hui accès. Je pense qu'avant tout, comme société, on aurait pu développer une culture où on devrait se dire on va leur faire attention, on va en prendre soin, puis même rendu à CHSLD, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour leur garder une meilleure qualité de vie, puis c'est sûrement pas en les bourrant de médicaments. C'est un sujet qui est triste. Moi, en tout cas, ça me touche beaucoup. Puis pourquoi pas finir avec une proposition lumineuse comme celle-là? On va voir ce que ça fera, mais bon, voilà. Merci beaucoup, Dino. Je suis vraiment content, en fait, qu'on ait pu en parler aujourd'hui, puis de voir ta passion pour la naturopathie, même s'appliquer ici en CHSLD en essayant d'amener des solutions. C'est ce qui est très important. Aujourd'hui, nous allons voir comme expert invité un médecin très connu, Dr Gaétan Brouillard, qui a écrit 3 livres, en fait, va être avec nous pour parler, en fait, de l'usage abusif des médicaments. Bonjour Gaétan, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis vraiment content que tu aies accepté notre invitation. C'est sûr qu'aujourd'hui, la question du jour est difficile. Combien de médicaments par jour prennent nos aînés en CHSLD au Québec? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une question qui n'est pas difficile, à mon avis, mais qui est peut-être aberrante. Oui. Parce que ce qu'on a sorti en 2018, cette étude-là, quand même, qui regroupait des milliers de personnes dans 34 CHSLD. Oui. Moi, je peux te dire qu'il y a 46 ans, j'étais urgentologue à Maisonneuve. Et si je te disais que déjà, il y a 45 ans,
la moitié des patients qui venaient, des personnes âgées qui arrivaient à la salle d'urgence, ce que je fallait que je fasse, c'est du ménage dans leurs médicaments. Parce que les gens tombaient, les gens perdaient la mémoire, étaient désorientés, pas à cause nécessairement d'un Alzheimer, mais ils prenaient trop de médicaments déjà. Fait que c'est incroyable, tu dis, ces gens-là venaient à l'urgence et un patient sur deux, je devais faire un nettoyage parce qu'il avait tombé, il s'était fracturé, il avait fait un AVC, etc., à cause de trop de médicaments. Puis là, on parle d'il y a 45 ans. Il y a 45 ans. La situation n'a pas changé. Bien, c'est ça que je trouve malheureux. C'est tellement important, cette situation des médicaments. Je trouve que la santé de nos concitoyens se porte très mal, de nos citoyens âgés, alors que la santé pharmaceutique va très bien. Bien, justement, pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Bien, je dirais que, premièrement, on manque un peu le temps d'aller réexaminer nos personnes. Tu sais, c'est comme facile de rajouter un médicament sur un autre pour un symptôme. La plupart de nos personnes âgées, ce n'est pas des médicaments qu'ils vont prendre qui vont les guérir, il faut bien s'entendre. Hein? Ce sont des maladies chroniques et la maladie chronique, malheureusement, n'a pas... on n'a pas comme un antibiotique, on prend ça pour 2 semaines et c'est fini. On prend un médicament qu'on va garder et là, il arrive un autre symptôme dans lequel on va donner encore un autre médicament et là, on se ramasse avec 2, 3, 4, 5. Des fois, je dis aux patients, je dis, hey, là, vous êtes rendu à 10 médicaments. Voyez-vous, c'est quoi la couleur de 10 couleurs mélangées ensemble? Essayez d'imaginer où on ne s'en retrouve plus. 1, 2 médicaments, puis souvent, on va donner un médicament avec un deuxième pour contrecarrer les effets du premier et parfois un troisième pour contrecarrer les effets des 2 premiers. Fait qu'on voit qu'il y a cette ascension constante. Et dans les CHSLD, malheureusement, les patients, des fois, sont évalués de façon beaucoup trop large dans le temps. Il manque de soins constamment. Fait que c'est plus facile de donner un médicament pour le patient qui est un peu agité. Il va être tranquille dans son coin et il va continuer à prendre cette médication-là pendant des années encore. Là, tu viens de nous parler de l'importance d'avoir du temps pour faire du ménage à travers les médications. Oui. Tu viens de nous mentionner aussi que c'est ce que tu faisais il y a 45 ans à l'entrée à l'hôpital. Moi, j'ai connu Dr Lambert, avec qui j'ai écrit, Jacques Lambert, avec qui j'ai écrit mon deuxième livre. Dr Lambert m'a raconté qu'au début de sa médecine, c'est exactement ça qu'il faisait, mais à l'hôpital Sacré-Cœur. Mais là, ce qui est encore plus aberrant aujourd'hui, c'est que l'étude de 2018, on ne l'aurait même pas, on ne le saurait même pas si ce n'était pas des pharmaciens qui se sont dit, ça fait déjà trop longtemps que ça dure, on a besoin de plus de temps même pour porter attention à ces gens-là. Et c'est l'Association des pharmaciens des établissements de santé qui a réalisé l'étude qu'on parle aujourd'hui, qui a mis en lumière, en fait, qu'on a dans CHSLD une moyenne de 14 médicaments. Et il faut trouver un moyen de faire changer les choses. Un moyen pour améliorer justement la santé, parce que c'est bien reconnu que prendre 14 médicaments différents, il faut s'entendre, c'est 14 médicaments différents, pas juste 14 pilules. Ouais. 14 différents, ça peut faire 30 pilules au bout, comme certains peuvent dire. Mais imaginez la vie dans la dignité avec 14 médicaments à un moment donné qu'on est obligé de prendre. C'est normal qu'on se ramasse assis dans une chaise, puis un peu hébété, puis on ne peut plus faire rien de la journée parce qu'il y a trop de médication. C'est triste, c'est épouvantable. C'est triste. Vous touchez un point qui est vraiment extrêmement important, qui fait ressortir aussi votre grand cœur. Oh, oui. Mais j'ai vécu ça aussi avec ma mère, dans lequel j'ai été obligé de faire un ménage de ses médicaments à l'âge de 90 ans. Elle avait tellement de médicaments. On m'appelle pour me dire qu'elle tombe tout le temps. Oui, mais c'est l'âge. Non, elle prenait 3 médicaments pour l'hypertension encore. Elle est en hypotension. Et tu sais, c'est la santé aussi qu'on pourrait injecter davantage avec des soins de santé parce qu'on pourrait sauver, j'ai calculé, là, au moins 15 milliards par année. Oh. Oui, qu'on pourrait réinjecter parce que la moitié des médicaments actuellement sont inutiles. La moitié. On dépense à peu près 35 milliards par année au Canada de pilules. Oh. Fait que mets la moitié de ça qui s'en va à la poubelle pour que le patient se porte mieux. Il t'en reste un autre 15-17 milliards que tu pourrais utiliser. On aurait plus d'argent pour faire autre chose. Bien oui, tout à fait. Pour avoir du personnel qualifié pour ça, pour faire d'autres choses que juste être assis à un moment donné, être plus créatif dans nos soins de santé. Il y a un problème de culture, carrément. Il y a un problème de culture. Oui. C'est qu'actuellement, on est dans la culture du médicament, puis on voit rien d'autre, finalement. Il faut réussir à sortir un peu de là, réduire, utiliser juste ce qui est nécessaire, puis réinvestir ailleurs, justement, avec une notion même de dignité envers nos aînés. Tout à fait mentionné. La dignité humaine n'est plus là. Quand tu prends autant de médicaments, à un moment donné, on ne retrouve plus l'individu.
l'individu a beaucoup de difficultés à se retrouver et nous à retrouver aussi, de communiquer avec ces individus-là. C'est probablement un des éléments les plus importants qu'on devrait garder à l'idée. Oui, en fait. tout à fait. Et merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci pour votre intervention. Ça a été vraiment un plaisir, en fait, de vous parler pour ce sujet extrêmement important. Je souligne, en fait, vos livres qu'on peut trouver en librairie, dans toutes les grandes librairies. Demandez-le, c'est très important. Et sur ça, donc, on va passer bientôt à la conclusion. Donc, en conclusion avec nos 3 experts, j'aimerais avant tout vous lancer sur une piste, la piste de la responsabilisation, à raconter une petite anecdote qui est arrivée il y a environ 4 ans. J'étais dans ma voiture, je conduisais. Isabelle Maréchal avait ouvert les lignes pour parler de l'accessibilité à un médecin de famille. Il y a une dame qui a appelé, en fait, et qui a raconté qu'elle avait perdu son médecin, puis là, on lui avait assigné un médecin plus jeune, et que tout à coup, elle a appris qu'elle prenait un antidépresseur depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? My God, pas trop souvent. Alors, tu sais, ça, là, ça nous fait, ça souligne en fait le besoin que les médecins se responsabilisent à l'égard de la décision partagée. En premier lieu, là, initier un traitement pharmacologique chez un individu, il faut discuter, réussir à comprendre si ça va dans le cadre de ses désirs, de sa culture, de ses envies, tout en l'informant du risque et du bénéfice de le faire et de ne pas le faire. Oui, c'est ça, un consentement libre et éclairé. Alors, comme médecin, on se doit de faire ça pour chacun des traitements qu'on initie, qu'ils soient pharmacologiques ou non. Alors, ça ne devrait pas être... ces exemples-là devraient être minoritaires là, dans la société. Puis la responsabilisation du patient à l'égard de ses pathologies et de la consommation de ses médicaments, là. C'est sûr que les gens, aujourd'hui, avec la communication, avec l'Internet, avec l'accessibilité à l'information, évidemment, quand on parle de gens en CHSLD, ils n'ont pas nécessairement la capacité de faire ça. Mais avant ça, en amont, les gens peuvent prendre le temps de fouiller un petit peu, de taper le nom d'un médicament, d'une molécule, de regarder les effets secondaires, dans quelles conditions. Je pense qu'effectivement, les gens doivent se responsabiliser de ce côté-là. Ils peuvent aussi trouver quelqu'un pour les accompagner. Bon, évidemment, on peut parler d'un naturopathe, mais on peut aussi parler d'un membre de la famille qui aurait peut-être plus de facilité à comprendre, puis à discuter. Puis ensuite, on retourne voir le médecin ou le pharmacien, on questionne. Une relation bidirectionnelle de collaboration avec le patient. Vraiment. Moi, je peux facilement imaginer que les personnes âgées ne veulent pas nous déranger. Ils pensent qu'on est inaccessible. Ils ne veulent pas nous parler. Ils ne vont peut-être pas exprimer qu'ils ne se sentent pas bien, qu'ils sont étourdis le matin, qu'ils ont la bouche sèche, qu'ils ont des problèmes. Alors, il faut leur faire savoir qu'il faut les faire participer, en fait, un peu, les interroger. Des fois, ça peut être les proches, les enfants ou des préposés qui travaillent avec. Avez-vous remarqué des signes? Puis, en gros, il faut faire le ménage, absolument, dans les médicaments, la polypharmacie, c'est des profils chargés. C'est ça, l'accompagnement idéal, c'est le pharmacien puis le médecin, il n'y a aucun doute là-dessus. Les membres de la famille peuvent aider, mais il faut quand même faire, il y a ses limites, mais au moins quand on sait ce qu'on prend, tu sais, l'anecdote est frappante. Là. Les gens prennent quelque chose puis ils n'ont aucune idée pourquoi ces médicaments-là. Le système va tellement vite que c'est facile de tomber là-dedans, médecin autant que pharmacien, les prescriptions rentrent, notre cédule est pleine, on est en retard, on veut boucler la boucle rapidement, mais on omet de faire la portion importante, de re-questionner la pertinence de chaque chose à toutes les visites. C'est encore nécessaire, on peut sevrer ça, la plus petite dose minimale possible. La santé, c'est dynamique, ça change au fil de la vie, les besoins changent aussi, les symptômes changent. Et le patient change, comme je disais, ses fonctions vitales changent, son poids, sa masse musculaire ou graisseuse. Alors, il faudrait faire les ajustements, puis souvent, le patient, pendant 10 ans, il prend la même chose, ou 20 ans, puis on ne change rien. Il faut s'ajuster. Donc, effectivement, écoutez, je retiens que si on est sur la pente descendante puis qu'on a besoin de médicaments, ça peut être justifiable. Il faut poser des questions, il faut s'en assurer. Il faut garder à l'esprit que ce n'est pas parce qu'on prend un médicament que la pente ne continue pas à descendre. Il faudrait essayer de garder à l'idée qu'on voudrait se rétablir éventuellement, éviter qu'on continue à descendre. Et pour les gens qui en prennent déjà beaucoup, bien, posez des questions, informez-vous, demandez à votre médecin, à votre pharmacien, en fait, si c'est encore nécessaire, s'il n'y a pas lieu de remettre ça en considération, de considérer une autre approche aussi, bien sûr, dans une idée de santé intégrative. Merci beaucoup, Merci. En fait, à nos experts.
Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que ces informations sur l'usage excessif des médicaments chez nos aînés vous ont permis de mieux comprendre la situation. Je vous invite à partager ces connaissances avec vos amis, les membres de votre famille pour nous aider à faire rayonner la santé intégrative au Québec. Et la semaine prochaine, on parle de la pertinence des produits de santé naturelle avec un pharmacien comme invité. À bientôt.